Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de mon tour à Barcelone où j'ai pu découvrir les nouveautés Philips TP Vision. On va faire le point ici essentiellement sur les produits de la gamme OLED. On a déjà eu pas mal d'informations comme, spoiler alert, l'adoption immédiate par Philips pour sa nouvelle génération de téléviseurs des tout derniers panneaux White OLED annoncés par LG Display dans le cadre de ce CES 2025. On a donc désormais LG Electronics, Panasonic et Philips TP Vision qui adoptent ces panneaux de 4e génération. Alors je n'ai pas encore de prix à vous communiquer pour ces produits, fin janvier c'est bien trop tôt, il faudra y revenir, pas même de prix indicatif, ne cherchez pas à me cuisiner dans les commentaires, on n'a pas eu d'informations sur ces sujets-là. En revanche, on a eu quelques indications quant à la disponibilité de ceux-ci, des mois auxquels ils devraient arriver sur notre marché, ainsi que les tailles d'écran qui devraient être associées à chacune des familles de produits. Comme d'habitude, il y a un sommaire dans cette vidéo, ce qui vous permettra notamment par exemple de retrouver à la fin un dernier chapitre dans lequel je vous partagerai certaines de mes impressions. C'est de toute façon ce qui va un petit peu rythmer toute cette vidéo. Impressions peut-être pas essentiellement pour l'instant sur la partie qualité d'image, mais sur mon feeling et mon feedback, les impressions tout simplement que je voudrais vous partager pour cette gamme 2025. Allez, c'est parti. Et je commencerai donc par le Philips OLED 760. Il sera lancé en mai en version 48, 55, 65 et 77 pouces. Et ce produit, sans surprise, il est doté de la technologie Ambilight, c'est ce qui caractérise les téléviseurs de la marque, c'est ce pourquoi les consommateurs adhèrent à ces produits Philips. Et donc Ambilight, 3 côtés. Ici, on n'est pas sur de l'Ambilight 4 côtés, j'y reviendrai pour d'autres produits. C'est de l'entrée de gamme sur le marché des téléviseurs OLED chez Philips, et vous le savez désormais, sur l'intégralité des dalles que propose LG Display, celles-ci font appel à ce matériau qui est le deutérium, qui avait notamment permis d'atteindre ces nouvelles luminosités un peu supérieures pour l'intégralité des produits, au-delà du fait que certains intégraient ensuite les micro-lentilles, etc. Je vais pas vous refaire l'histoire, les panneaux de dissipation, et puis cette année ça change encore un petit peu, mais je vais y revenir. Nous avons donc ces dalles que LG Display appelle OLED EX, qu'on retrouvait déjà chez LG Electronics sous la dénomination OLED Evo, qui sont intégrés sur cette série 760, qui représente donc la porte d'entrée à l'OLED chez le constructeur Philips, avec une luminosité en pic qui est annoncée à 1000 nits. Attention, ceci pourrait bien s'avérer un peu limité sous certaines conditions d'utilisation et avec certains contenus, mais j'attendrai d'en savoir plus sur les prix que va nous proposer ici le constructeur Philips pour juger de la pertinence de l'offre, d'autant que en l'état actuel des choses, je me pose quand même des questions sur le modèle de 48 pouces de cette famille 760 qui pourrait bien n'être un petit peu plus limité que les modèles de 55 pouces et plus. C'est piloté, tout cela, par un processeur P5 AI de 7e génération. La particularité de cette puce, c'est que comme son nom l'indique, elle utilise des fonctionnalités d'intelligence artificielle et qui vont être plus ou moins efficaces, plus ou moins évoluées en fonction des gammes. Et alors attention, car dans cette 7e génération, les puces intègrent une fonction qui s'appelle AI Adaptive Gamut Enhancer. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là, que cette fonctionnalité qui vient nous parler d'une amélioration du gamut par le principe de l'intelligence artificielle? Cette fonction, j'ai pu la découvrir à l'occasion d'un brief technique de Danny Tak. Danny Tak, c'est justement le papa technique des produits. Et ce que j'ai vu, c'est avéré assez déconcertant, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Je vais, je l'espère, vous faire une vidéo dédiée à cet atelier parce qu'il y a des choses à en dire, mais dans l'esprit, il faut comprendre que l'idée de Philips, c'est que les dalles OLED des télés sont aujourd'hui très polyvalentes et que en fait elles sont bridées par les contenus SDR. Bon, c'est un point de vue déjà que j'ai pas tendance particulièrement à partager parce que je vous le dis, en sortie de carton, bien souvent, visionner des contenus SDR implique de sérieusement calmer les dalles. Et donc chez Philips, l'approche est un peu différente parce qu'ils veulent en fait reprendre les contenus SDR et les étendre à un volume couleur supérieur, ce qu'on appelle donc ce white color gamut, et renforcer la dynamique avec un procédé de conversion SDR vers HDR, alors qui, je vous le dis, n'est franchement pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a vu, notamment sur les télé Philips, mais qui m'a semblé ici un peu plus agressif peut-être que d'habitude. Cela peut donner des choses, comme je l'ai dit, parfois un peu inquiétantes, avec ces façades de bâtiments, par exemple, qui deviennent carrément fluo. Et là, je peux vous dire que dans la salle, on s'est tous dit « Ouf, il y a peut-être quelque chose ». En revanche, Danny nous a fait une autre démonstration en appliquant le traitement IA, cette fois-ci sur une femme, pour nous montrer justement que cette intelligence artificielle est capable de juger ce qu'il y a à l'intérieur de l'image et ce qui doit être modifié ou non
par l'extension de son volume de couleur. Et on voit en effet que la personne, ses cheveux, le ton de sa peau, de sa chair, etc., en fait, reste quasi intact, reste même intact dans ce mode IA, alors que les autres modes d'image, par exemple, que l'on pourrait activer, ne font pas la différence entre le sujet et pourraient appliquer des dérives et forcer certains traits qui seraient assez malvenus. Pour l'instant, c'est à considérer que c'est applicable à tous les modèles, et puis surtout, et bien naturellement, retenez que ces surcouches-là, elles sont désactivables. Vous pouvez tout à fait soit les désactiver, soit d'ailleurs un petit peu personnaliser l'intensité de certaines fonctions. Et vous le savez que de mon côté, j'ai déjà tendance à vous dire que souvent, les télés dernière génération, avec cette puissance lumineuse, ou parfois dans le choix des traitements, ça a tendance à devenir fantaisiste, un petit peu trop exagéré, a fortiori dans les contenus SDR. Visiblement, c'est pas fini. Et en plus, comme je vous le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, chez Philips, même si la puce est bonne, on aime bien quand même appliquer certains traitements, parfois de manière un peu forte, voilà. Le LED 760, c'est aussi des fonctions gaming, sans surprise, avec une dalle capable de gérer le VRR, les fréquences de rafraîchissement variables, de 48 à 120 Hz, avec les fameuses compatibilités FreeSync Premium. Enfin, la compatibilité FreeSync Premium, qui est ici mentionnée, mais de mon côté, à chaque fois que j'ai fait des tests, même si le G-Sync n'est pas spécialement mentionné, il s'avère que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je n'ai pas, par exemple, d'ordinateur avec des cartes AMD. Pour le FreeSync Premium, notamment, je branche ma Xbox Series X, ça se passe bien sur du 120 Hz, et puis lorsque j'ai besoin d'aller au-delà, je branche le PC qui lui peut aller bien au-dessus, c'est des cartes Nvidia, et je ne constate pas particulièrement de soucis avec du Nvidia. Alors sachez-le, il m'a été dit sur place que tous les téléviseurs qui tournent sous TitanOS, qui est le cas ici de ce 760, intègrent 4 prises HDMI 2.1, là où les téléviseurs qui fonctionnent sous Google TV ne proposent que 2 prises HDMI 2.1. Alors j'ai cherché à en savoir un peu plus, s'agit-il de la puce ou quoi? Je vous cache pas qu'ils ont décliné toute autre question, ils n'ont pas eu de réponse plus précise à m'apporter. J'essaierai de creuser du côté des équipes françaises, on était vraiment sur un format assez court et donc tout était un peu pressé dans les discussions. Voilà, j'essaierai d'y revenir. En tout cas, concernant justement ce système d'exploitation Titan, les équipes semblent plutôt confiantes. C'est un système d'exploitation, il faut le préciser, qui est dit cloud-based. Comprenez que système d'exploitation qui est basé sur le cloud. Comprenez qu'en fait, il est mis à jour en permanence. À chaque fois que vous allumez le téléviseur, il se connecte au serveur de TitanOS et chaque petite évolution qui a été déployée par les équipes se retrouve directement balancée sur les téléviseurs, ce qui vous permet de bénéficier de toutes les évolutions, qu'elles soient d'ordre esthétique ou qu'elles soient d'ordre plus liées aux applications qui seraient disponibles. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne nouvelle, et c'est notamment ce genre de spécificité, de mise à jour qui a permis aux constructeurs d'ajouter cette fonction de cloud gaming sur tous les produits qui étaient compatibles Bluetooth adéquats, c'est-à-dire que à partir du moment où vous pourrez connecter une manette, par exemple, mais aussi des écouteurs, vous pourrez bénéficier des services Boosteroid et Blacknut, qui sont ces portails qui regroupent des petits jeux auquel vous pourrez jouer directement depuis le téléviseur. Le truc qui est assez intéressant aussi, c'est que vous pourrez brancher, c'est ce qui m'a été dit, on peut brancher simultanément jusqu'à 4 manettes et un périphérique audio type des écouteurs pour à la fois jouer tout simplement à plusieurs, et puis l'un par exemple pourrait bénéficier d'un son au casque. Bon, c'est grosso modo pour vous dire qu'on peut aller jusqu'à 5 périphériques. À l'heure actuelle, je leur ai posé des questions, il n'est pas question d'intégrer des services comme le GeForce Now ou le cloud de Microsoft. En tout cas, c'est pas au programme pour toute l'année 2025, peut-être en 2026, parce que je vous dis, il n'est pas question. En fait, c'est plutôt qu'ils n'en sont pas là encore pour l'instant. Ce qui m'a été dit, c'est qu'ils souhaitent vraiment faire porter ce système TitanOS, le faire évoluer autant que possible, en ajoutant des petites choses, en stabilisant d'autres aussi également. Bref, je pense également vous faire une vidéo dédiée sur TitanOS, notamment, pourquoi pas, lorsque je testerai l'un des produits que j'ai à la maison et qui fonctionne, lui, sur TitanOS. Donc déjà, pour moi, je trouve que le fonctionnement de ce truc-là, sous un format cloud, est plutôt intéressant. Alors on monte d'un cran et on va se parler maintenant du Philips OLED 810 qui reprend une partie des fonctionnalités déjà évoquées, sauf que lui fonctionne sous Google TV. Il sera lancé au mois de juin, décliné en 42, 48, 55, 65 et 77 pouces. Il intégrera également l'Ambilight 3 côtés.
Du côté de la dalle, eh bien c'est idem, c'est de la dalle OLED EX, mais on voit qu'on a atteint un petit step supérieur, qui est sans doute proche du coup des prestations d'une série C, avec un pic de luminosité annoncé à 1500 nits, mais attention, pour les modèles encore une fois, à partir du 55 pouces. Les diagonales de taille inférieure seront légèrement moins lumineuses, sans doute. À l'intérieur, on a donc ce processeur P5 AI de 9e génération, cette fois-ci, qui va là encore reprendre la fameuse conversion SDR vers HDR dont je vous ai parlé, mais qui cette fois-ci, eh bien, arrivera sur un niveau de performance un peu supérieur dans la capacité de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. On pense notamment à tout ce qui est reconnaissance dans les objets, etc. Comment on va un petit peu flatter l'œil du consommateur, j'allais dire du cinéphile, de celui qui regarde son programme, vous qui êtes derrière l'écran. Et donc ça va profiter à l'efficacité de tous les traitements, que ce soit du côté de l'upscaling, de la gestion, de la netteté, etc. Je sais que pour certains, il y a des sujets aussi autour du banding, de la postérisation parfois. Chez Philips TP Vision, je vous en ai déjà parlé dans les évolutions qui étaient liées au TV de 2024, qu'on a découvert l'an dernier. Et je vais vous en reparler très bientôt, je l'espère. Et certains, il y avait ces sujets-là qui étaient abordés, et Danita qui les avait un petit peu balayés en disant que de toute façon, le changement de puce à l'intérieur, en basculant sur de la Mediatek Pentonic 1000, parce que ça, c'est un petit peu l'architecture Mediatek, tous les P5, etc., c'est de la dénomination commerciale, dénomination interne de la marque. Eh bien, il nous avait dit qu'il avait réussi à travailler sur des sources dégradées, à améliorer tout cela. Donc, on parle de puces qui sont notamment plus performantes aussi sur les fonctionnalités dites liées à cette intelligence artificielle, donc dites de machine learning et de deep learning. C'est carrément deux gros mots, capacité d'apprendre, leur faculté d'apprendre des contenus visionnés avec de l'analyse de l'image, de l'environnement, etc. Tout ça, vous le savez, c'est des grands propos pour des choses qu'il est difficile à vérifier. Sur les évolutions logicielles, eh bien, Philips fait des mentions d'une nouvelle Game Bar, une évolution qui permettrait désormais notamment, eh bien, d'identifier automatiquement les profils des jeux qui sont lancés. Mais attention, ça ne marche pas avec tous les titres, ce serait compatible avec les titres les plus populaires. Alors malheureusement, ça veut tout et rien dire, mais aucun doute de toute façon que ça évoluera, pourquoi pas au fur et à mesure des mises à jour. Et puis de toute façon, les joueurs sont peut-être des profils un petit peu plus techniques qui prendront le temps, pourquoi pas, de régler eux-mêmes l'image. Bon, je testerai ça et puis je vous ferai mon retour à l'occasion. L'évolution avec l'OLED 810 s'apprécie aussi par une montée en gamme du côté de l'audio avec un système 2.1 intégré à tous les modèles mais qui développe une puissance de 70 watts sur le 48, 55, 65 et 77 pouces, 70 watts, mais 50 watts seulement, si je puis dire, pour le modèle de 42 pouces, c'est quand même pas si mal. Côté design, parce qu'il faut bien qu'on s'en parle, eh bien on passe de pied bâton sur le modèle précédent, le 760, ici à un pied central pivotant qui permet en plus d'accueillir une barre de son qui a été conçue pour ce téléviseur et pas seulement. Il s'agit de la B8500 qui s'adapte donc parfaitement au pied de ce TV, mais aussi à celui du mini LED 950 avec cette forme en demi-lune, cette espèce de creux qui permet donc de rapprocher la barre de son des TV. Je vous parlerai donc plus en détail de la barre de son, d'abord de cette 8500 qui est en fait un kit composé barre de son plus caisson de basse avec une puissance totale maximale délivré de 300 watts et je reviendrai naturellement aussi sur les annonces côté TV mini LED. En tout cas, ce produit pour l'instant il était encore à l'état de prototype donc je n'ai pas pu l'écouter, mais c'est intéressant de savoir que l'on peut aller comme ça finalement, je pense, assez facilement, et vous allez voir de manière assez abordable, rendez-vous dans cette vidéo dédiée à l'audio, assez abordable, améliorer la qualité audio de son système. Allez, on monte encore d'un cran et on va passer à la gamme OLED Plus 910, qui peut-être sera celle qui va le plus vous intéresser. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'elle a une certaine pertinence et je vais vous expliquer pourquoi. L'OLED Plus 910, eh bien, sera décliné dans 3 diagonales d'écran, 55, 65 et 77 pouces, et tous seront habillés de ce système Ambilight, mais cette fois-ci à 4 côtés. Alors attention, il ne s'agit pas pour autant de l'Ambilight Plus dont je vous ai parlé l'année dernière, peu ou prou au même moment, et qui est réservé aux TV mini LED, dont je vous parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo, je le redis. Je pense que celle-ci, en fait, cette technologie Ambilight Plus, elle est
elle n'est pas dans les téléviseurs OLED, sans doute pour des raisons de conception, parce que vous le voyez ici sur ces images, on voit en fait que ce qui est initialement le diffuseur LED de couleur, il est en plus agrémenté de sortes de diffuseurs supplémentaires, de petites capsules qui viennent vraiment augmenter la diffraction de cette lumière, la portion que peut occuper cette lumière, multiplier un petit peu les angles, ce qui permet d'élargir comme ça le faisceau lumineux. Ça occupe pas mal de place sur le châssis qui devient assez épais. Je pense que c'est essentiellement pour ces raisons presque esthétiques de conception du produit plutôt qu'autre chose. Si ça se trouve, on dira que c'est même lié à un sujet d'alimentation, etc. Bon, je vais passer un peu sur ce détail pour se dire que l'Ambilight 4 côtés sera présent sur l'OLED Plus 910, et si on n'a pas ce plus haut de gamme de l'Ambilight, on a néanmoins le plus haut de gamme du côté de la dalle OLED, puisque l'OLED Plus 910 c'est le premier modèle qui intègre les nouveaux panneaux annoncés par LG Display, à savoir ces OLED de 4e génération. Je vous rappelle qu'une vidéo complète d'explication vous attend sur la chaîne, je vous mets le lien en description si jamais vous souhaitez aller creuser un petit peu le sujet. Si c'est pas déjà fait, je vous explique dans cette vidéo les 5 principales choses à retenir sur cette nouvelle génération de LG Display, panneau LG Display qui est appelé d'ailleurs Primary RGB Tandem, sans oublier de mentionner qu'il s'agit de dalles OLED Meta Technologie 3.0, des termes qui sont pour le coup clairement repris par Philips. C'est un peu comme ça tous les ans, Philips n'hésite pas à reprendre les termes qui sont partagés par LG Display, mais on sait que LG Electronics aime bien appliquer plutôt ses propres dénominations au sein de ses gammes. Donc vous l'aurez compris, nous devrions donc retrouver tous les bénéfices de la luminosité accrue, mais aussi l'abaissement de la consommation en énergie, avec en plus ici chez Philips TP Vision, contrairement à LG Electronics, le luxe d'avoir quelques valeurs qui nous sont communiquées. Alors elles sont un peu différentes de ce qu'a pu annoncer LG Display. Là où LG Display annonçait des luminosités en flash peak à 4000 nits avec cet APL à 3%, qui en fait retombe à 2900 nits sur la même taille du pattern. Encore une fois, si vous vous posez des questions, je vous ai tout expliqué dans ma vidéo. Philips annonce respectivement 3700 nits pour le max pour ce pic de luminosité. De même, que là encore, là où LG Display annonçait 400 nits avec un APL à 100%, c'est-à-dire que lorsque le pattern blanc occupe l'intégralité de la dalle, Philips évoque 370 nits. Alors encore une fois, c'est pas un écart qui est particulièrement significatif, mais bon, faute de temps, je n'ai pas pu m'entretenir en privé avec Danitac pour savoir un petit peu plus sur ces différences. Pourquoi Philips annonce des valeurs légèrement différentes? Est-ce qu'ils sont restés sur des valeurs qui avaient été un petit peu initialement communiquées autour des 3007, puis en fait officialisées à 4000 par LG Display, ou s'agit-il tout simplement de précautions qu'ils ont décidé de prendre pour limiter tous les phénomènes de burning? Est-ce que même leur technologie et leur choix de mode d'affichage est un petit peu différent? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme je vous l'avais dit, ces très hautes valeurs, il y a des chances qu'elles soient fort à parier, je pense qu'il y a assez peu de doutes même là-dessus. Il y a ces fortes luminosités, elles devraient s'appliquer dans les modes les plus lumineux de l'image, et ici, chez Philips TP Vision, ça nous a été confirmé, c'est dans le mode Crystal Clear. Pour la suite, Philips a repris aussi certains éléments de la communication de LG Display en annonçant ce nouveau filtre anti-reflet qui annule 99% des reflets à l'écran, mais aussi la capacité du panneau à couvrir l'espace colorimétrique DCI-P3 à 99,5%. Et sauf erreur de ma part, c'est la première communication que l'on a de la part de Philips en l'occurrence, qui annonce la couverture qui est attendue pour le BT2020 et qui serait ici de 83%, ce qui remet clairement dans la course la dalle White OLED dernière génération de LG Display versus ce que nous propose Samsung Display avec ses dalles QD OLED, mais en tout cas pour le modèle de l'année dernière, parce que on verra ce qui va en être en 2025 également avec les nouveaux panneaux du côté de chez Samsung. Donc une ressource dans tout ça sans doute bienvenue, même s'il faudra encore apprécier les écarts de performance, entre autres dans les différents modes d'image, parce que encore une fois, c'est bien beau de nous montrer des choses en crystal clear ou dans des modes dynamiques, mais qu'est-ce qu'il en sera avec nos modes d'image cinéma, filmmaker, etc. Et pour cela, il faudra avoir d'autres boucles aussi avec des contenus plus variés. Rendez-vous pour un prochain épisode, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là. L'OLED Plus 910, exploite également un processeur P5 AI de 9e génération, là encore, avec les fonctionnalités AI Adaptive Color Gamut Enhancer évoquées juste avant. Toujours sur cette OLED Plus 910, j'ai envie de vous faire un petit zoom, cette fois-ci sur la partie audio, parce que, comme vous le voyez, en fait, ce téléviseur, dans ses différentes diagonales d'écran, il intègre une barre de son avec recouvert de ce fameux tissu quadrate gris.
Et en fait, on a pu le découvrir à l'occasion de démonstrations techniques assurées par les équipes de Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins, c'est le partenaire historique de Philips, et il nous en a dit un petit peu plus sur la composition du système qui est intégré dans ce téléviseur, dans la barre de son en bas, et qui se compose en fait de 3 ensembles composant chacun un canal, ainsi qu'un caisson de basse que l'on va retrouver au dos du TV. Plus en détail, eh bien, chaque ensemble et donc chaque canot fait appel à 2 haut-parleurs dits mid-range d'une taille de 30 par 50 mm, entre lesquels eh bien, va s'intégrer ce tweeter à dôme en titane de 19 mm doté d'un tube Nautilus. C'est ce bloc que Bowers & Wilkins nous expose ici et qui nous dit en fait tout simplement eh bien, qu'on en retrouve 3, un à gauche, un à droite et un au centre. À cela s'ajoute donc ce caisson de basse à l'arrière de 75 mm couplé à 4 radiateurs passifs. J'ai trouvé ça très sympa qu'il nous propose comme ça d'avoir accès à cet élément un peu éclaté, plutôt même que d'une simple vue éclatée, pour se faire déjà une petite idée de qu'est-ce qu'on trouve derrière cette barre de son, sachant que l'ensemble est connecté à 8 canaux d'amplification pour une puissance totale annoncée de 81 watts et la promesse d'un son encore amélioré par rapport aux générations précédentes du TV avec moins de distorsion et une meilleure gestion des plus forts volumes. Bon, alors on a eu une démonstration dans cette salle de Bowers & Wilkins qui par ailleurs était un petit peu dotée d'éléments acoustiques pour contribuer également à la meilleure des reproductions, mais surtout le TV était posé sur un meuble qui, je pense, ne serait-ce même que dans sa conception, aidait déjà à renforcer un petit peu la puissance audio, à apporter un petit peu de coffre, etc. Comme on nous a mis de la musique, etc. Enfin, comme on nous a mis un film, pardon, dans cette démonstration-là, je ne vais pas vous faire écouter parce que sinon c'est le strike assuré. Mais c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien. On avait vraiment de la puissance. Alors même s'il est allé chercher assez haut, on avait plutôt de la puissance et c'était plutôt bien fait. Néanmoins, au-delà de ce premier warning que j'aimais autour de conception de la salle, le choix du meuble, etc., il faut aussi indiquer qu'on avait dans le système un caisson de basse qui était ajouté. Le caisson de basse, on peut directement le lier au téléviseur puisqu'il est doté d'une connectique nécessaire à cela pour mettre un caisson de basse externe. Et on sait que ça peut faire une énorme différence, même si là, les équipes de B&W nous ont dit, attention, il est là, mais en fait, on l'a juste mis sur 15%, il est très discret, il prend pas trop la main, etc. Ça peut juste ça suffire à soulager justement l'équipement du TV et déporter un petit peu certaines basses fréquences qui pourraient eh bien provoquer des effets indésirables, la vibration, un petit peu de cafouillis, un peu de saturation, de confusion sur l'audio. Donc là encore, il faudra un petit peu juger une fois qu'on aura l'accès à ces produits. Mais c'est à savoir, si jamais vous avez déjà un téléviseur comme celui-ci, le système audio est plutôt intéressant et surtout vous pourrez y coupler donc un caisson de basse externe. Pour la suite, là encore, eh bien, je trouve que dans l'ensemble, le soin apporté au design est assez notable, notamment avec des pieds-bâtons en losange qui reposent en fait non pas sur le flanc, enfin la partie plate entre guillemets de ce fameux losange, mais plutôt sur la tranche, ce qui, l'air de rien, eh bien en fait apporte un petit truc. Alors je sais pas si ça va aussi être un nid à poussière, un nid à saleté, s'il n'y a pas des trucs qui vont venir se loger sous le pied, mais dans l'ensemble, enfin en l'occurrence ici, je trouve que Philips TPvision fait un choix esthétique qui change. Voilà. L'OLED 910 fonctionne sous Google TV, hein, c'est une précision également importante, et là, la Game Bar eh bien, va permettre cette fois-ci d'accéder à un mode de compatibilité 144 Hz. Donc on sait aussi, eh bien là encore, hein, que le profil de détection automatique des jeux sera disponible sur l'OLED 910. Ce sera le cas aussi naturellement sur l'OLED Plus 950 qui lui est tout simplement le modèle haut de gamme, Ambilight, 4 côtés. Il perd le système audio Bowers & Wilkins, ça c'est un peu dommage. Hein. Donc il troque le système Bowers & Wilkins pour un système 2.1 de 70 watts. Et voilà, et donc on a quand même ici un petit sujet, je trouve. C'est un peu dommage que le plus haut de gamme ne bénéficie pas de cela. Mais bon, on retrouve la Game Bar, les différents réglages. Et justement, du côté des réglages, il devrait y avoir là de petits changements avec là encore des boucles de démonstration hein, qui permettaient tantôt de faire une différence et puis tantôt c'était plus subtil. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que lorsque Danitak a commencé sa présentation, il nous avait dit mais moi quand on m'a dit que les dalles de 4e génération eh bien n'avaient plus de micro-lentilles, je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? C'est un retour en arrière. Et en fait, il a fini par reconnaître, dire ah non, ben en fait quand je les ai vus, j'ai dit ah ouais non, bah ok c'est cool. Et là on voit bien avec ces images que bah oui, par rapport à ce qui se passait l'an dernier, on a bel et bien une évolution
et que visiblement les boosts qui nous sont annoncés par LG Display pourraient être quelque chose qu'on va constater. Encore une fois, attention dans les modes les plus lumineux de l'image. Il faut vraiment garder ça en tête. Après, l'écart devrait se réduire. J'ai hâte de tester ça de manière un petit peu plus précise pour me faire une idée. Pourquoi la comparaison entre l'OLED Plus 950 et l'OLED Plus 959, donc ce modèle de l'année dernière? Eh bien, vous le voyez notamment, c'est inscrit qu'il était nécessaire de basculer sur deux modèles équipés de la puce dite Dual Engine. Donc c'est aussi le cas de cet OLED Plus 950, ce qui va faire notamment la différence dans certains des traitements. Et alors, dans les différents ateliers qui étaient organisés pour nous, en étant un peu attentifs, j'ai pu remarquer dans la pièce qui était consacrée aux démos liées à l'Ambilight, mais aussi un autre petit truc sur lequel je vais revenir juste après, eh bien qu'on avait une comparaison entre un OLED Plus 910 et un OLED Plus 950, donc tous les deux équipés de la dernière génération de panneaux OLED, sauf que bien ce 950, lui, il est doté de ce processeur P5 AI Dual Engine Gen 9. Et donc, c'est ce processeur qui va apporter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses sur le traitement. Dans la comparaison entre l'OLED 910 et l'OLED 950, effet placebo ou pas, j'en sais trop rien, mais même avec ces boucles un peu dégradées, j'avais quand même l'impression que c'était un chouille plus net au niveau de l'image, dans les arbres, dans les reproductions, etc. Un chouille plus net sur le 950. J'ai l'impression que la puce, effectivement, travaillait un peu mieux. Il ne m'a pas été précisé si dans l'écart des deux, ce serait juste sur intelligence artificielle, netteté, upscaling que ça va jouer. Est-ce que ça va être mieux aussi dans la maîtrise de la luminosité? Est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin aussi dans la gestion des couleurs? Parce que je vous rappelle que ces dalles OLED de 4e génération, même si pour le coup Philips n'en a pas parlé du tout, LG Display annonce qu'on a aussi un boost de luminosité. On passe de 1500 nits sur les couleurs à 2100 nits, encore une fois avec un APL très étroit de 3%. Mais voilà, mais cette démonstration, elle m'a permis tantôt de déceler de subtiles petites choses dans les arbres, les grains de sable. Bon, pas de quoi s'en décrocher la mâchoire dans l'écart. Je pense que les deux téléviseurs produiront des jolies images. Je pense aussi que je les aurai plus jamais en test l'un à côté de l'autre pour évaluer ça un petit peu plus précisément. Donc voilà. L'OLED Plus 950, il est proposé uniquement en 65 et 77 pouces. C'est-à-dire que là, on a non seulement pas de 55 pouces, mais en plus, on n'a pas de 83 pouces, on n'a pas de dalle très très grande. C'est un peu comme chez Panasonic. Donc chez Pana, avec le Z95B, ils ont un 55 ici, pas sur l'OLED Plus 950. Encore une fois, sur la partie design, je trouve que comme les autres produits de la gamme, c'est plutôt bien fini. Ce qui va m'emmener maintenant, à mon ressenti global. Et le ressenti global, voilà, c'est que ce sont, je trouve, des jolis produits. Tantôt avec des choses plutôt malines, la barre de son ouverte en demi-lune pour pouvoir la coller correctement au bas du téléviseur. Donc j'ai profité également rapidement de cet espace ouvert pour réaliser des espèces de petites comparaisons d'images. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut dans le contexte du tournage, dans le contexte des boucles, sans accès aux télécommandes pour voir quels sont les menus d'images qui sont sélectionnés, etc. Mais on va plutôt considérer que Philips a essayé de les mettre entre guillemets dans des conditions idéales. Donc, premier élément de comparaison, je vous fais un petit parallèle entre l'OLED 760 et le mini LED 910. Je vous en ai pas parlé ici, il aura sa vidéo dédiée. C'est juste pour remettre un petit peu en question l'écart de puissance lumineuse qu'il y a ici entre ces deux téléviseurs. C'est assez manifeste, je trouve, dans cette boucle qui tourne à l'image. C'est beaucoup plus lumineux sur le mini LED. C'est même parfois mieux détaillé, notamment dans les zones sombres. Sur le mini LED, on voit que c'est largement visible sur les plans et notamment sur la partie gauche de l'image. On voit ici cette colonne qui est à peine lisible sur l'OLED 760 et on remarque très bien ce qui est à l'intérieur de cette colonne sur ici le mini LED. Comparez les deux OLED Plus cette fois-ci, donc au-delà des quelques points que j'ai évoqués juste avant dans la zone Ambilight, on l'avait également dans la zone principale, donc OLED Plus 910 et OLED Plus 950. Et là, à dalle équivalente, certes, si on avait un 55 pouces pour l'OLED 910 et un 65 pouces pour l'OLED 950, ça devient beaucoup plus tricky. Voilà, il aurait vraiment fallu s'intéresser encore une fois à cette logique de détail, mais c'est quand même assez difficile de percevoir en toute situation le bénéfice de ce processeur Dual Engine. Je pense que de toute façon, on sera sur un bon socle technique, mais encore une fois, les tests confirmeront
et je l'espère le plus vite possible. Et si sur place l'écart de qualité d'image perçue était assez subtil, voire inexistant, encore une fois, compte tenu de la qualité des boucles, eh bien ça va être je vais pas pouvoir vous en dire plus et le vérifier de sitôt, puisque si le 910, l'OLED plus 910 est annoncé pour le mois de juin, le 950, lui, ce sera à la rentrée au mois de septembre, donc on a encore un petit peu de temps avant d'y revenir. Les différences sont en revanche bien plus marquées lorsque cette fois-ci on pose la caméra face à l'OLED 810 versus l'OLED plus 910. On est là vraiment sur une dalle méta versus une dalle OLED X plus classique, plus conventionnelle. Et là, voilà, au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a le OLED 810 qui est à droite et l'OLED 910 qui est à gauche. Et on peut assez facilement se rendre compte de l'écart de luminosité. Je pense que là, il n'y a pas, encore une fois, j'avais pas la main sur les télécommandes pour m'assurer que les deux télés étaient dans le même mode d'image. Mais on va quand même se rappeler que l'OLED 810, c'est un pic de luminosité qui est annoncé à 1500 nits et l'OLED plus 910, c'est 3700 nits, encore une fois, en pic, en fonction des modes d'image, etc. Bon, voilà, juste pour vous montrer qu'on a quand même ici un écart de luminosité et une qualité d'image perçue qui est quand même assez différente. Et surtout, si on se parle de valeurs de pic de luminosité, qui sont déjà doublées, il faut aussi rappeler que ce que nous montrent ici ces démos, c'est bel et bien la performance côté luminosité, cette fois-ci sur une image qui occupe 100% de la dalle. Et là aussi, la promesse de LG Display, c'est d'offrir ce boost de luminosité, mais aussi, luminosité sur cette pattern sur ce point blanc et la luminosité des couleurs qui passerait donc de 1500 pour la Gen 3 à 2100 nits pour la Gen 4. J'ai aussi pu découvrir assez brièvement toutefois la nouvelle Game Bar qui était mise en place sur un espace de jeu avec un simulateur, une PlayStation 5 et tout cela était connecté à un téléviseur OLED, une zone qui était par ailleurs pas mal convoitée. Alors esthétiquement, d'abord je trouve que la Game Bar elle est perfectible, mais ça, c'est une affaire de goût. Plus spécifiquement dans les fonctions, cette fois-ci, j'ai pu remarquer que certaines options ne semblaient encore pas très au point. Alors peut-être des bugs de jeunesse, affaire à suivre. Je pense en tout cas plus particulièrement au Shadow Enhancer qui est là pour déboucher les zones sombres dans l'image. C'est un gadget ou une fonction qu'on connaît bien, qui est plutôt dédiée aux joueurs de titres du genre FPS et dont je laisse les bénéfices à l'appréciation de chacun d'entre vous. On sait que ça peut fonctionner plus ou moins bien, mais ça peut aider aussi parfois sur notamment les téléviseurs OLED. Le truc, c'est que ici, lorsque j'ai demandé à la personne en charge des démos de me montrer ce que ça pouvait donner selon les différents niveaux, lorsqu'il poussait le réglage à fond, l'image devenait quasi totalement blanche, ou en tout cas éclatante. Donc je me pose des questions, peut-être ici un bug avec le titre, Formula One, il y a peut-être des choses encore qui vont devoir évoluer côté logiciel, et si jamais c'est un bug, je suis plutôt confiant pour dire que le constructeur va de toute façon régler cela avant la commercialisation des produits, tout devrait prochainement rentrer dans l'ordre. Assez rapidement aussi, on m'a montré la fonction appelée Edge Enhancer, qui, comme son nom l'indique, renforce les contours des formes à l'image. Mais là encore, la réalisation ne m'inspire pas grand-chose avec ce titre que j'ai pu découvrir, où on voit que dans le cockpit, j'ai certes les formes à la fois du halo, de la F1, des personnages qui sont autour de moi, mais je m'interroge sur l'intérêt de tout cela. Ça s'appliquera sans doute mieux à certains titres FPS pour identifier les ennemis. C'est en tout cas la promesse qu'il me faudra vérifier. Vous connaissiez peut-être l'option Crosshair qui permet d'afficher un réticule au centre de la dalle pour vous aider à viser. Chez Philips, c'est aussi disponible. En plus de cela, on retrouve un Center Zoom. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un zoom qui s'applique au centre de l'image sous la forme d'une bulle dont on peut d'ailleurs faire varier la transparence et même y ajouter en prime le crosshair. Il y a enfin une fonction que je serais bien incapable d'apprécier, c'est le Color Filter. Vous l'aurez compris, c'est dédié aux personnes ayant un trouble de la vision lié aux couleurs, les daltoniens. Et si j'insiste sur le fait que j'en suis incapable d'en apprécier l'efficacité, c'est que je vois bien que lorsque cette fonction qui nous a d'ailleurs été présentée par Danny Tag dans les différents ateliers, lorsque la personne sélectionne une couleur, on la voit bien disparaître à l'image, ou en tout cas changer, mais je suis incapable de vous dire si c'est pertinent ou non. Affaire à suivre. Du côté de l'approche du processing de l'image, je vous l'ai dit, c'est à plusieurs reprises, Philips détient un savoir-faire
qui est assez intéressant, qui est plutôt bon sur la logique de traitement de l'image. Les processeurs P5 et AI sont pas des mauvaises puces. Cependant, je vous l'ai dit aussi, chez Philips, on aime quand ça pète, on aime quand c'est saturé, on aime parfois aller un peu au-delà de la limite du raisonnable sur la gestion de la fluidité, sur toutes les logiques de compensation de mouvement, gestion de la netteté, conversion SDR, HDR. Et il faut parfois calmer le jeu et aller dans les réglages manuellement, justement pour revenir à quelque chose un petit peu moins flashy. J'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, qu'en 2025, eh bien, les puristes de l'image vont devoir toujours s'y intéresser, toujours aller mettre la main dans les réglages, parce que les capacités de la nouvelle dalle White OLED de 4e génération, couplées à cette logique de conversion SDR, HDR, qui existait déjà, hein, pourraient donner lieu à des choses pas très justes, agressives, fatigantes pour les yeux aussi. Bref, des images pas toujours souhaitables, mais encore une fois, heureusement, on peut tout désactiver pour en revenir, encore une fois, à une approche peut-être plus fidèle et plus une approche cinéphile. Il semble aussi que Philips va profiter de cette génération 2025 pour proposer des réglages appliqués désormais aux lumières spéculaires. C'est l'un des modes qui m'a été, enfin, une des fonctionnalités qui a été évoquée rapidement par Danny Tak. Et alors là, autant vous dire que non seulement les téléviseurs proposent énormément de fonctions, parce qu'on en a vraiment déjà beaucoup chez Philips TP Vision, mais alors quand les gens vont se retrouver avec des trucs qui vont parler de lumière spéculaire, j'ai commencé un petit peu à interroger, mais très rapidement, un peu presque en off, presque la question, je pose ça là, et puis on en reparlera plus tard. J'espère vraiment que les nouveaux menus vont être bien légendés, parce que sinon ça va être compliqué. Les gens vont avoir du mal à se dire, mais alors qu'est-ce que ça fait, pour l'utilisateur lambda, il va vite se demander, mais de quoi on parle là? Qu'est-ce que c'est que ce truc lumière spéculaire? Bon, voilà. Affaire à suivre. Voilà donc pour cette première vidéo dédiée à la présentation de la gamme 2025 de chez Philips TP Vision pour la partie OLED. Je reviendrai prochainement sur les modèles LCD mini LED. Vous allez voir qu'il y a un peu moins de choses à en dire, mais aussi sur la partie audio avec 3 barres de son qui ont été annoncées. Et ça sera donc en compagnie de Benoît qui nous fait cette présentation. Donc on va y revenir très vite. Je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, cocher la petite cloche des notifications, puis lâcher le pouce également, parce que c'est vraiment ce qui permet de faire vivre cette chaîne YouTube, de faire en sorte que YouTube la remarque et puis qu'elle puisse vous partager aussi le contenu en plus grand nombre. Je vous invite également à réagir dans l'espace commentaire. Vous retrouverez dans la description des liens qui vous mèneront vers le groupe de discussion Discord, mais aussi vers le lien Linktree qui vous mènera aussi vers mes réseaux sociaux et pourquoi pas la petite cagnotte si vous souhaitez. Allez, je vous donne rendez-vous maintenant dans l'espace commentaire ou sur Discord et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!